Bien, bonjour ou rebonjour. Comment soutenir les entreprises face aux risques, face aux nouveaux risques même. Plénière proposée par AXA, représentée ici par Jean-Luc Montanet, directeur du marché assurance des entreprises, gestion des sinistres, hors auto-habitat, évidemment. Vous parlerez dans un instant de des assurances entreprises chez AXA. Laurence Fortin, vice-présidente en charge des territoires, de l'économie et de l'habitat, au Conseil régional, et Hervé Kermarek, le président du MEDEF Bretagne. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette plénière. Jean-Luc Montanet, d'abord, votre positionnement chez AXA sur l'assurance des entreprises globalement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà ravi d'être là ici à Saint-Malo par un temps magnifique, donc ça fait toujours plaisir. Écoutez, on est, nous, AXA, le leader du marché de l'assurance des entreprises. Et on en est fiers. On est extrêmement présent, puisqu'on a une présence chez une PME sur 3. Et ce qui, je pense, est vraiment dans notre ADN, c'est notre présence avec nos agents généraux au plan local. Et en Bretagne, on a près de 200 agents généraux qui sont présents au service des entreprises. Et notre ambition, c'est de continuer dans ce monde de risques, d'incertitudes dont on va indiscutablement parler, de les accompagner dans la durée et être présent même dans les difficultés. Alors Hervé Kermarek, évidemment, si on commence à faire la liste de tous les risques auxquels sont exposées les entreprises, on en a encore pour jusqu'à demain, mais peut-être plus globalement, cette question sur les risques, vous diriez qu'ils dépendent des secteurs d'activité finalement ? Oui, alors peut-être pour introduire le sujet, c'est vrai que quand on parle des risques que peuvent avoir l'entreprise, on peut penser d'abord, et c'était ma première réaction, c'est dire quels sont les risques qui sont propres à l'entreprise, oui. Son marché, son environnement, ses clients, mais en l'espèce, on parle plutôt des risques qui ne sont pas propres à l'entreprise, mais plutôt qui sont externes à l'entreprise. Et évidemment, le premier risque auquel on pense et que personne n'avait vu venir, c'était la crise sanitaire que nous avons vécue et qui a mis évidemment le monde entier dans une forme de sauvegarde que l'on n'avait absolument pas anticipée, ce qui a obligé les entreprises à se mettre à nouveau dans une situation qu'elles n'avaient pas anticipée, qui n'était inanticipable. Et voilà un risque non identifié auquel les entreprises ont dû faire face. Et on se dit aujourd'hui que ces risques-là, qui n'ont été anticipés par personne, par aucun observateur, peuvent à nouveau revenir demain. Le risque de pandémique, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on l'a définitivement éloigné. Il peut revenir. On a vu que ça avait évidemment des risques économiques, ça avait des risques sociaux, ça avait aussi des risques démocratiques. Donc il faut qu'on y soit extrêmement vigilant. Sur le risque pandémique, Jean-Luc Montanet, justement, ça s'assure, le risque pandémique, la perte d'exploitation, comme on l'a vu pendant toute la période de Covid. On a quand même bien vu en 2020 que les techniques d'assurance classiques, elles étaient assez inopérantes finalement face à la pandémie. Absolument. En fait, si on se dit s'il y a un risque pandémique, c'est une situation comme on l'a connue, c'est-à-dire que l'économie s'arrête brutalement. Je pense que tout le monde comprend qu'une compagnie d'assurance, quelle qu'elle soit, ne peut pas assumer seule ce risque-là. Pour moi, les risques, on va dire, de type pandémique ou systémique, il y en a, et je vais en prendre des exemples, qu'on est capable d'assurer, mais à condition que ce soit dans un dispositif public-privé. Le bon exemple, je pense, c'est les catastrophes naturelles. On a un dispositif aujourd'hui qui fonctionne, dans lequel les assureurs interviennent, gèrent les sinistres, mais on a une garantie de l'État et une intervention de l'État via la Caisse centrale de réassurance. Mais je peux aussi prendre l'exemple des attentats. Parce que de la même façon, si on imaginait le pire d'une bombe sale à Paris ou en Bretagne, on voit bien que ça ferait une catastrophe terrible que des assureurs seuls ne peuvent pas prendre, mais qu'on a réussi dans des discussions avec les pouvoirs publics à assurer in fine avec le GAREAT, qui est un système également dans lequel les assureurs gèrent, un peu comme les catastrophes naturelles, avec l'aide de l'État. Donc je pense que ces solutions-là, et nous avions proposé, nous assureurs... Oui, dès 2020, France Assureur avait commencé à travailler absolument, sur le sujet. C'était le projet CATEX, voilà, c'est ça ? Exactement, très bien renseigné. Pas Castex, CATEX. CATEX. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des jeux de mots là-dessus, mais c'était bien CATEX d'ailleurs. C'était pas M. Castex à l'époque. Donc, c'est resté à l'état de projet en fait. Voilà, on a une solution qui est possible. Après, c'est un choix, mais qui n'est pas que dépendant ni des assureurs, d'ailleurs, ni des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises qui doivent se dire on est prêt, on soutient ou pas le fait qu'on prend cette assurance-là, qui aura un coût, forcément, aussi in fine.
On y viendra, vous pensez, Hervé Kermarek? S'assurer contre le risque pandémique, vous, par exemple, dans votre boîte, vous seriez prêt? Ça dépend du montant. Je suis preneur d'une assurance de ce type-là, à condition que les petites lignes soient acceptables. Non, le plus gros risque, en tout cas ce que l'on a eu du mal à mesurer, c'était la perte d'exploitation, vous en avez parlé, qui était de dire finalement nos entreprises ont été arrêtées, elles n'ont pas pu fonctionner. On a des contrats qui nous permettent de couvrir ce risque d'exploitation. On est typiquement dans ce problème de risque d'exploitation. Alors certains ont pu agir cette garantie-là, et je pense notamment à quelques restaurateurs qui ont pu faire fonctionner cette perte d'exploitation, mais ça n'a pas été quand même le cas pour beaucoup. Alors on peut comprendre qu'à l'échelle du monde, si on devait couvrir la totalité des pertes d'exploitation pour l'ensemble des entreprises qui ont fermé, ce serait évidemment catastrophique, mais voilà des risques qu'il faut en tout cas réussir à assurer par un moyen ou par un autre. Heureusement, l'État a été à la rescousse des entreprises, et l'ensemble des États d'ailleurs a été, mais si ce n'avait pas été le cas, l'économie se serait effondrée et on aurait connu une crise qui était non pas une crise sanitaire, mais une crise sociale extrêmement profonde. Effectivement, les assureurs ont été pas mal montrés du doigt à ce moment-là. On a dit pourquoi ils n'assurent pas, etc. En même temps, c'est eu le mérite de rappeler qu'un assureur ne peut pas tout. C'était la vertu de la situation. On est d'accord. Laurence Fortin, parlons des risques liés au changement climatique. Évidemment, c'était un gros sujet. Et je pense à la problématique des ressources en eau, parce que ça fait peser un risque sérieux forcément sur l'économie du territoire breton. Comment vous accompagnez les entreprises sur ce sujet aujourd'hui? Oui, on parle effectivement des risques aujourd'hui, et ça a bien été dit, les risques sociaux, les risques clients, les risques sont nombreux. Je pense que la question des limites planétaires est un risque réel et qu'il faut vraiment commencer à anticiper. Et pour le coup, au même titre que pour l'eau, j'ai envie de dire, ça ne peut pas se faire seul au titre du conseil régional, de la collectivité. Et c'est bien l'ensemble des partenaires. MEDEF aujourd'hui a une capacité à sensibiliser, accompagner ces entreprises. Les assureurs ont la capacité à assurer quand il y a une difficulté, un sinistre. Et il nous faut travailler ensemble sur les sujets. Sur la question de l'eau, on sait aujourd'hui que la ressource en eau est limitée, au même titre que la ressource en foncier demain le sera. Pas de pouvoir réglementaire pour un conseil régional de Bretagne, par contre une possibilité d'accompagner des collectivités vers la transition de leur modèle. Et ça sera toujours en fait comme ça. C'est-à-dire que pour éviter que les risques, et aujourd'hui on en a identifié les uns et les autres un certain nombre, on va continuer à le faire puisque ça a fait écho aujourd'hui dans la presse, mais nous avons réuni la semaine dernière un comité de pilotage à l'échelle de la région, puisque nous avons défini notre stratégie de développement d'économie et d'innovation. Donc en gros, c'est notre plan de développement économique à l'échelle de la Bretagne, en lien bien sûr avec la formation, parce qu'il nous faut des hommes, des femmes pour pouvoir avancer. Et il nous faut bien sûr continuer à travailler avec l'enseignement sub-recherche, donc tout ça est travaillé. Et un des premiers axes, c'est de cartographier les activités vulnérables. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, au vu de ce qu'il en est, il faut qu'on réussisse à réunir l'ensemble des études des uns et des autres, parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Le Conseil régional en a, l'ADEME en a, l'UNM en a, Pôle emploi en a, et puis Shift Project, vous avez entendu, ils veulent leur plan de transformation à l'échelle nationale, ils veulent rentrer plus finement, et ils vont travailler à l'échelle de la Bretagne aussi, et donc va nourrir notre réflexion pour nous cartographier les choses, bien identifier les choses. Et une fois qu'on a commencé par identifier, une fois qu'on a bien identifié, on peut sans doute mieux accompagner. Mais il faut commencer de manière assez pragmatique, rationnelle, bien cerner les choses. Sur l'eau, de toute façon, c'est identifié ce problème, mais vous les accompagnez, les entreprises, dans des audits pour économiser l'eau. Je crois qu'il y a le Ecodon, c'est ça? Il y a Ecodo, il y a Reuse, il y a vraiment des dispositifs en fait, qui permettent d'accompagner les investissements des entreprises qui vont s'inscrire dans une diminution de la consommation d'eau. Mais j'ai envie de dire que c'est toute une démarche collective avec des décrets d'application qui viennent de sortir avec une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour le coup. D'ailleurs, Hervé Kermarek, sur la problématique de l'eau, il y a la solution de réutiliser les eaux usées. Alors j'ai découvert en préparant que c'est aberrant, mais on est en France, je crois que c'est le seul pays en Europe où les entrepreneurs ne peuvent pas traiter l'eau, la nettoyer et la réutiliser dans le cycle de production.
Ils sont obligés de rejeter dans le milieu naturel. Oui, le président Patrick Martin disait hier que 1% des eaux ne sont utilisées qu'au nettoyage. Et évidemment, c'est 99% de l'eau que l'on utilise pour nettoyer, par exemple, les industries de l'agroalimentaire, c'est de l'eau qui est potable. Et donc, on a évidemment des efforts à faire avec cette eau-là pour pouvoir la réutiliser. Alors, toutes les industries agroalimentaires ne le souhaitent pas, parce qu'il y a des enjeux de risques sanitaires qui sont évidemment assez forts, mais on peut imaginer d'identifier quelques entreprises qui ont la capacité à réutiliser cette eau-là, et elle est fondamentale, vitale évidemment pour nos territoires. L'agroalimentaire, la BEA en particulier en Bretagne, a fortement poussé, a fait un lobbying fort pour que ces décrets d'application soient mis en place, parce qu'on ne peut pas opposer finalement le développement industriel d'une entreprise, et on a un exemple tous en tête ici en Bretagne, et puis la volonté du dirigeant que de faire en sorte qu'il soit plus économe en eau, et notamment ce système de reuse. Donc on est heureux que le décret d'application ait été voté. Maintenant, il faut le mettre en place. Ça demandera là encore des investissements de la part de nos industriels, mais il faudra souligner quand même que la volonté des industriels, c'est aussi de prendre leur part de responsabilité dans cette transition, et que la plupart le font. Complément ? Oui, je voulais juste rajouter un mot, parce qu'on parle beaucoup d'eau. Moi, je retiens toujours un chiffre en Bretagne, 70% de la consommation d'eau, c'est le particulier. 70% de la consommation d'eau, c'est le particulier. Donc effectivement, l'industrie, les acteurs économiques sont bien entendu concernés par l'eau et s'investissent. Et ça fait beaucoup de travail ces derniers temps et encore des investissements à venir. Mais je pense que tout à chacun va devoir s'engager sur la question de l'économie de l'eau. Et là, pour le coup, avec des acteurs économiques, parce que il faudra aussi que ça évolue au niveau réglementaire pour que dans les constructions, on arrête de mettre de l'eau potable dans les toilettes, par exemple. C'est qu'un exemple où, tout à l'heure, on m'évoquait les questions des piscines et autres, mais il y a plein de choses à faire. N'oublions pas que 70%, donc n'opposons pas surtout un secteur d'économie, l'industrie agroalimentaire, pour dire, ben voilà, c'est eux qui consomment l'eau. La réalité, elle n'est pas si simple que ça. Sur le changement climatique, Hervé Kermarek, c'est quoi les risques aujourd'hui que les entreprises craignent le plus qui sont liés au changement? C'est quoi? C'est les risques de catastrophes naturelles Oui, sur le réchauffement climatique, c'est évidemment ce risque-là. Au-delà du risque climatique, c'est l'obligation que les entreprises vont devoir investir dans la transition. Oui. On a beaucoup parlé de transition écologique, et il faut, Patrick Martin l'a à nouveau dit, c'est 40 milliards d'euros par an. Il faut ramener ça à l'échelle de la Bretagne. Et Laurence Fortin me contredira si je dis des bêtises. Le poids économique breton, c'est 5% du poids économique national. D'accord ? Si on fait 40 à 50 milliards d'investissements par an, à l'échelle de la Bretagne, c'est entre 2 et 2,5 milliards d'euros que les entreprises vont devoir investir dans cette transition. Et on le dit tous, cette transition qui va coûter, qui va peser sur les comptes d'exploitation de nos entreprises, auront du mal à être répercutées auprès de leurs clients. Donc il y a, dans tous les cas, la certitude que la transition passera par les entreprises. Ça, je crois qu'on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit que les entreprises prendront très largement leur part dans cette phase de la transition, mais cela va demander pour elles beaucoup d'investissements, 2 milliards et demi à l'échelle de la Bretagne. Et donc voilà un enjeu qui est extrêmement fort, c'est réussir à gérer cette transition financièrement. Est-ce que c'est une question que se posent les chefs d'entreprise par rapport au risque naturel? Là, je parle, c'est finalement, qu'est-ce que je dois faire dans la boîte pour rester assurable? En tout cas, pour avoir une prime raisonnable. Parce que s'il y a un risque d'inondation, mais que je n'ai pas pris les précautions, l'assureur va se retourner vers moi en disant voilà, vous n'avez pas pris les précautions, donc on ne vous rembourse pas. Ou, voilà. C'est des coûts que vous envisagez, que vous anticipez, ça? Non, sincèrement, ce ne sont pas des coûts qu'on envisage. Sur les risques d'inondation ou de montée, submersion marine, montée de la mer, il y a des cartes qui existent, qui ont d'ailleurs été remises à jour en 2022, qui démontrent bien sur le littoral côtier breton combien la côte va être rognée. Et il est évident que... Mais il y a les orages, il y a les rafales, il y a tout. Bon, voilà, sur un délai à 20 à 30 ans, c'est un risque qu'il faut que l'on prenne en compte, mais il faut imaginer qu'une entreprise ne gère pas les risques à 30 ans. Malheureusement, elle a un plan de marche qui l'autorise à faire quelques plans stratégiques sur 3 ans. Donc ça fait partie des aléas que l'entreprise devra gérer, mais elle est d'abord concentrée sur les aléas qui sont immédiats. Le réchauffement climatique n'a pas d'incidence pour le moment sur la production. On est tous en revanche d'accord, et je le redis, pour assurer cette transition, pour éviter que le réchauffement climatique n'ait de conséquences beaucoup plus graves. Jean-Luc Montané, ça a coûté combien aux assureurs les catastrophes naturelles en 2022? Vous avez un chiffre sur ce sujet? Oui, 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards. Absolument. Et ce qui est intéressant, parce qu'on en parle beaucoup, mais vous avez raison, se donner un peu de perspective, en fait, on se rend compte qu'en moyenne, sur la première décade des années 2000,
les événements climatiques coûtaient plutôt entre 2,8-3 milliards d'euros par an aux assureurs en moyenne. Avec combien de temps, pardon, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Voilà. Et sur les dernières années, on est rendu plutôt à 3,5-4 milliards. Et vous voyez, l'année 2022, 10 milliards. Donc, ça donne effectivement la dimension du risque dans lequel nous sommes aujourd'hui et qu'il faut considérer. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Kermarek, je pense qu'on a collectivement une responsabilité de maintenir le système qu'on a en France de catastrophes naturelles, qui aujourd'hui est en difficulté, parce que vous comprenez bien qu'un tel niveau de coût, le système n'a pas été construit pour. Donc je pense qu'une des réponses aussi à la pérennité, je dirais pour nos entreprises, aussi pour les particuliers d'ailleurs, de la couverture des événements naturels, c'est de sécuriser ce système public-privé, de façon à ce qu'il soit demain toujours là pour permettre l'assurabilité des clients. Est-ce que sur les 10 milliards, vous êtes capable de dire, sur ces 10 milliards, ça a été plutôt aux entreprises qu'on a été obligé de rembourser parce qu'elles ont été très touchées ou aux particuliers, vous savez ? En gros, c'est plutôt 2 tiers sur le particulier, 1 tiers sur les entreprises, sachant que l'année 2022 a eu cela d'un peu atypique, c'est qu'il y a eu 2 événements de nature différente. Il y a eu de la sécheresse qui a été très importante, donc ça touche essentiellement bien sûr les particuliers. Et il y a eu de la grêle, vous savez, dans des zones vraiment spécifiques, mais qui ont été véritablement presque rasées parfois. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est beaucoup plus équilibré. Des entreprises, je pense à des concessions automobiles qui avaient des parcs importants de véhicules, ont été très touchées également, donc pas seulement les particuliers. Voilà. Aujourd'hui, comment vous accompagnez les entreprises ? Vous n'êtes pas en train de leur dire faites vite des travaux, sinon on arrêtera de vous rembourser. Vous leur dites quoi ? Comment vous les accompagnez dans la prévention ? Parce que c'est d'abord ça le vrai sujet, quoi. On a 2 axes. Je pense le premier axe, c'est ce que vous disiez, M. Kermarek, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable déjà d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Parce que ça, c'est vraiment la feuille de route, je dirais, de moyen terme, parce que c'est là aussi un investissement quand même qui va se faire dans la durée. Et ça, c'est vraiment notre premier objectif. Chez AXA, notre ambition, c'est d'être vraiment le leader de cet accompagnement des entreprises. Donc ça passe par le fait d'être capable de faire le bon diagnostic et d'apporter la valeur ajoutée aux entreprises sur la meilleure façon pour elles de faire cette transition, le photovoltaïque, parfois l'hydrogène, le changement de parc de véhicules vers l'électrique. Voilà, donc en Bretagne, il y a de très belles expériences d'entreprises dans ce domaine-là, dont certaines ont pu bénéficier de la belle RSE chez AXA. Donc vous cofinancez, on est d'accord, hein. On a financé certains programmes. Alors, la garantie verte, c'est ça ? Non, on cofinance. Alors, parfois sur notre volet d'investissement, puisque nous avons dans les entreprises d'assurance des actifs, nous finançons certaines entreprises. Et pour nos clients, ce que nous faisons, c'est que nous avons lancé des gammes d'assurance qui leur permettent d'assurer leur champ de photovoltaïque, leurs moyens de transfert en hydrogène, etc. Et on fait beaucoup d'expériences, en fait, parce que dans ce domaine-là, aujourd'hui, si je passe à l'hydrogène, eh bien, on est dans un domaine vraiment balbutiant. C'est une technologie nouvelle dans laquelle on a un apprentissage à faire. Et donc, nous, assureurs, on considère que c'est aussi notre rôle de prendre le risque avec nos clients de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Puis le second, évidemment, c'est la prévention, comme vous le disiez, des risques naturels. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, on a, avec des ingénieurs qui sont sur le terrain, nos agents généraux que je vois dans la salle, on aide aussi nos entreprises à dire, voilà, selon les sites et les perspectives d'évolution des risques de demain, quelles sont les bonnes implantations. Parce que, certes, vous avez raison, on ne peut pas prévoir tout à 30 ans. Par contre, je pense que c'est important aujourd'hui pour les entreprises de se dire qu'il va y avoir des changements. Voilà, les risques d'inondation, c'est déjà avéré. Les risques, ça, c'est plus discutable d'ajustement sur les côtes. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, mais il y a quand même un risque qui est avéré aussi. Donc, c'est de dire, c'est quoi les bonnes implantations de demain pour les entreprises. Et là aussi, je pense qu'on a un travail à faire avec les pouvoirs publics en concertation. Donc, c'est vraiment dans le conseil et la prévention dans ce domaine-là. Laurence Fortin, on parlait de la problématique de la ressource en eau tout à l'heure. Il y a une autre ressource qui va venir à manquer rapidement, c'est le foncier. Ça commence déjà. La loi climat et résilience, elle a fixé un double objectif, je rappelle, diviser par 2 le rythme de bétonisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente,
et atteindre d'ici à 2050 zéro artificialisation nette, c'est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées. Il vous reste combien d'hectares artificialisables en Bretagne d'ici 2031 ? Vous faites le compte, hein, je crois. Ouais, on n'a pas. C'est serré. On n'a pas encore tous ces chiffres exacts réactualisés. Non, la réalité, c'est que effectivement, la loi dit qu'on doit réduire notre consommation foncière d'ici 2031 et diviser par 2. C'est bien ce que vous avez dit. On a consommé 18 000 hectares. On va pouvoir, entre guillemets, consommer 9 000 hectares d'ici 2031. Ce que la loi nous a demandé, c'est d'organiser cette répartition territoriale. Vous, les régions. Nous, le Conseil régional de Bretagne. Donc nous avons revu notre document de planification parce que je pense que pour travailler dans avec ce genre d'objectifs, il faut planifier et organiser les choses. Et nous avons réparti ces 9 000 hectares à l'échelle de la Bretagne sur 26 territoires, sur 26 bassins de vie. Et comment on fait des choix pareils ? Attendez, il y a les gagnants-perdants, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean Covici, c'est ça ? Alors, Jean Covici aurait dit qu'il n'y a pas de gagnants et des perdants, mais on doit s'engager dans la sobriété. Comment on réfléchit ? Comment on planifie dans ces cas-là ? D'abord, je pense qu'il faut le faire à la mode bretonne. À la mode bretonne, en discutant, en partageant. Il y a une ambition. La loi le fixe. De toute façon, la loi fixe le cadre. On respecte la loi. Elle dit, vous devez réduire. Donc maintenant, vous devez organiser territorialement les choses. Elle nous dit aussi qu'on doit prendre en compte des éléments, notamment sur ce qui a été consommé dans les années antérieures, des évolutions de la population, des dynamismes économiques. Elle nous donne certains niveaux d'information. On a créé à partir de ça des indicateurs qui nous ont permis de partager ces indicateurs. Par exemple, sur certains territoires, on a consommé plus de 5000 mètres carrés pour accueillir un nouvel habitant, alors que dans d'autres, on a consommé 230 mètres carrés pour accueillir un nouvel habitant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut déjà partager ces données. Il faut les partager avec les élus. On a partagé avec les territoires, les SCOT, les 26 SCOT de Bretagne. C'est plus d'une dizaine de journées entières de travail et de partage d'indicateurs qui nous ont permis de définir des indicateurs qui nous permettraient de découler au nombre d'hectares par territoire. Avec une volonté, nous, que ce n'est pas celui qui a le plus consommé avant qui aura la moitié du plus, parce que vous voyez bien que c'est pas... Voilà. Ou celui qui a fait des efforts pendant les 10 dernières années, on ne peut pas le pénaliser en lui donnant que 50% non plus. Il faut regarder les efforts qui ont été faits dans le passé. Il faut regarder, bien sûr, quel type de développement il va avoir. Et il faut aussi penser à la question du rééquilibrage territorial, vrai sujet. Et c'est comme ça qu'on arrive, finalement, sur les 9000 hectares, à avoir pratiquement 9 gros blocs avec de 1000 hectares, où on a 1000 hectares pour le Grand Rennes, 1000 hectares pour Brest-Morlaix, 1000 hectares pour le Grand Centre Bretagne. Alors que le Grand Rennes, on va être autour de plus de 50 000 habitants à accueillir. Brest-Morlaix, on serait autour de 10 000. Et le Grand Centre Bretagne, on serait à moins de 5 000. Vous voyez bien qu'on va pas faire... On ne donne pas les mêmes hectares pour faire les mêmes choses. Mais parce qu'on sait aussi qu'on ne fera pas les mêmes maisons partout sur le territoire. Le foncier, la réduction du foncier, ce n'est pas la Bretagne sous cloche. Et je voudrais, et encore plus devant des acteurs économiques, et c'est ce que je dis aussi aux élus, nous avons un triste record en Bretagne en termes de consommation foncière. Nous consommons plus que les autres régions de France. Et nous affectons beaucoup à l'habitat. 70% à l'habitat. C'était ma question. C'était de savoir, là, ce que vous nous dites, vous nous expliquez, c'est le microscope. Mais si je prends de la hauteur au-dessus de la Bretagne, globalement, vous répartissez logement, enfin, c'est peut-être pas aussi binaire que ça, logement-habitat pardon, pas logement-habitat. Logement, économie et entreprise. Oui, pour la logement, logistique, économie, infrastructure. Exactement, c'est comme ça que ça marche. Les 9000 hectares, c'est pour tout ça. D'accord. Et nous, à l'échelle régionale, on ne répartit pas. C'est les territoires, les élus locaux qui vont s'organiser pour le faire. Mais vous leur donnez pas pardon, je simplifie, mais des hectares en fonction des projets qu'ils vous proposent. Non. Non. On a gardé 1200 hectares pour des projets dits d'intérêt régionaux nationaux. Par exemple, demain, il faut faire une voie ferrée. Elle passe devant chez toi, elle passe sur ton territoire, elle ne s'arrête pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'élus locaux qui veulent qu'on consomme ce foncier. Ça sera pris sur ce compteur-là. Demain, il faut faire une prison, par exemple.
une centrale nucléaire, je ne sais pas si c'est le bon exemple en Bretagne, mais tout ça, ça va sur le compteur national, régional. Mais ce n'est pas du plus. 9000 moins les 1200. C'est le solde qu'on a réparti pour les territoires. Et ensuite, c'est les élus locaux qui vont répartir entre ce qui va à l'économie et à l'habitat. Et moi, je reste persuadée qu'il faut faire vraiment très, très attention pour qu'il y ait une répartition la plus adaptée possible pour permettre le développement de l'économie. Parce qu'on va accueillir des habitants. Surtout quand on veut relocaliser. On va accueillir des habitants, ça on le sait. On a besoin d'actifs. On a quasi le plein emploi en Bretagne. Donc il faut vraiment travailler activement avec les élus, avec la vision d'une Bretagne qui se développe en termes d'économie encore demain. C'est une source d'inquiétude, ça, Hervé Kermarrec, la problématique du foncier pour les entreprises? Oui, Ouais. elle fait partie des premières sources d'inquiétude au rang desquelles les entreprises se posent la question de savoir si, en effet, elles auront la capacité à continuer à se développer. Enfin, il faut comprendre une chose, hein, quand on décide de diviser par 2 la consommation de terres artificialisables, mécaniquement, vous devez multiplier par 2 le poids de l'industrie dans la consommation foncière. Et l'enjeu que nos élus vont devoir faire, c'est dire est-ce que je privilégie plutôt le logement ou plutôt l'industrie? Et quand on sait que les ressources financières pour l'ensemble des services est aujourd'hui plutôt fait par le logement que par l'industrie, nous, on est assez inquiets. Et nous avons demandé, côté MEDEF, et MEDEF Bretagne a fait cette demande, de sacraliser des hectares pour le développement industriel. Alors, on a identifié les friches industrielles. Et il faudra qu'on soit extrêmement vigilant pour que ces friches industrielles restent à vocation industrielle. Et puis, elles ne seront pas suffisantes parce que la Bretagne a cette chance-là, on l'oublie de temps en temps quand même. Mais la Bretagne a cette chance-là, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'industries comme le Nord, hein, qui ont quitté, fermé, laissé des friches énormes. Nous avons un territoire qui a su tenir son industrie et qui, finalement, on a assez peu de poches vacantes. Et donc, les seules friches ne suffiront pas à satisfaire nos besoins de réindustrialisation. Il faudra donc qu'on fasse ensemble des arbitrages. En qualité de président du MEDEF, c'est là-dessus que je vais être extrêmement vigilant, mais on est parfaitement aligné avec la région hein, pour dire les 70% de consommation de logements, il faut qu'on arrive à les maintenir. On a une croissance démographique en Bretagne qui est forte, 400 000 nouveaux arrivants, il va falloir qu'on les loge. Hein. Mais on a une ambition de réindustrialiser la Bretagne, il faut que l'on arrive à sacraliser. Et on arrive à la conclusion, que peut-être le timing de la loi n'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas 2031, c'est peut-être 2040 ou 2050, c'est-à-dire qu'il faut peut-être le faire en 2 étapes, la moitié en 2040-2050 et puis l'autre moitié un peu plus tard. En face de ça, vous avez évidemment tout le monde agricole. On est tous convaincus qu'il faut bien évidemment préserver la biodiversité, il faut qu'on soit extrêmement attentif à tout ça. Donc voilà, ce sont des injonctions qui sont quand même extrêmement complexes. Sans transition aucune, un autre risque identifié, et je voudrais entendre ensuite Jean-Luc Montané nous dire comment les assureurs prennent ce risque à bras-le-corps et apportent des réponses, c'est le risque cyber. Hervé Kermarec, à quel point aujourd'hui il est pris en compte par les entreprises? On en voit tous les jours, hein, des entreprises qui ont été bloquées, des institutions, des hôpitaux, des collectivités, etc. À quel niveau de sensibilisation, d'information vous êtes aujourd'hui chez vos adhérents? On le fait tous les jours. Ouais. Moi, il y a une chose que j'aimerais peut-être un jour que l'on se dise, c'est que cyber, c'est un terme qui, en tout cas, est assez peu parlant. On l'a bien identifié, ce que c'est qu'un risque cyber, mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment concret pour dire attention, parce que dans la cybersécurité, on y met tout un tas de choses. On y met là l'arnaque au président, où vous avez quelqu'un qui va vous appeler pour demander le virement d'une somme se faisant passer pour le président. C'est de la cyber. Mais vous avez aussi des cyberattaques qui viennent directement prendre vos bases de données et puis, moyennant une rétribution financière, vous menacent de les publier. Bon, ça c'est un vrai sujet. Malheureusement, là encore, dans le champ de préoccupation des entrepreneurs, ils savent bien qu'ils ont ça à prendre en compte, mais selon la taille de l'entreprise, selon les moyens de l'entreprise, ils y consacrent plus ou moins de temps et d'argent. Il y a beaucoup d'informations qui est donnée. La gendarmerie a des services de cyber. L'ensemble des entreprises du numérique sont aussi capables d'apporter des informations cyber. Nous-mêmes, Chambre de commerce, PDF, organisation patronale, sommes capables d'accompagner nos entreprises. Ça, c'est vraiment un risque. C'est un peu comme l'assurance, finalement. On a fini par se dire, mince, si j'avais su, je me serais assuré ou j'aurais fait quelque chose contre le vol. On le fait généralement après avoir été volé. Eh bien, la cyber, c'est un peu la même chose. Une fois qu'on a été cyberattaqué, on finit par se dire, mince,
il faut que je renforce mes protections. Et parfois, ce sont des choses simples à faire que les dirigeants, parce qu'il fait confiance à son ESI ou parce qu'il fait confiance à son prestataire, ne fait pas et peut être en grand danger. On a le cas d'un dirigeant breton qui, depuis 1 mois et demi ou 2 mois, ne peut pas éditer de fiche de paye. Alors, ça n'empêche pas de payer ses collaborateurs, mais dans un contexte économique qui est un peu compliqué, le dirigeant ne pouvant pas imprimer de bulletin de salaire, évidemment, ça crée un climat dans l'entreprise qui est extrêmement grave. Et quand on lui dit « mais comment ça t'est arrivé ?» pour qu'on prenne ton exemple et qu'on dise aux uns et aux autres de ne pas faire comme lui, on se dit « mais c'est tellement évident, tu aurais dû tirer ta disquette. » Voilà. Bon, malheureusement, donc il faut absolument informer. Ça, c'est sûr. Jean-Luc Montanet, vous aviez des chiffres tout à l'heure sur l'impact pour vous des changements climatiques. D'abord, est-ce que vous avez des chiffres aussi sur le nombre d'entreprises attaquées? Vous les avez très précisément? Oui, absolument. Et je vous rejoins totalement dans vos propos. Je pense qu'on a un effort de pédagogie très important et je dirais presque très urgent aussi à faire parce que par rapport aux chiffres, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une très très forte sensibilité des entreprises au risque de défaillance suite à une attaque cyber. 60% des entreprises qui ont été attaquées et qui ont subi des pertes, au bout de 18 mois, n'existent plus. Donc ça, c'est clairement aujourd'hui plus dangereux une attaque cyber presque de risquer un incendie ou voire un vol, comme vous le disiez. Donc ça, c'est une prise de conscience qui reste encore très faible parce que les chiffres que je peux donner, c'est que si les très grandes entreprises, bon, moi je travaille dans une très grande entreprise, ça ne viendrait même pas à l'esprit de mon entreprise de ne pas s'assurer sur ce risque-là, qui est considéré véritablement comme un des éléments les plus dangereux pour nous en termes de sécurité, et y compris pour nos clients, nos partenaires. Et c'est vrai que quand on regarde les ETI, moins de 10% sont aujourd'hui assurés, et quand on passe au PME, au TPE, voilà, on a quelques pourcents. Donc ce sont les principales victimes. Ouais. Ce sont les principales victimes. Les ETI, et ce sont les principales victimes, vous avez raison, les plus en risque, puisque par définition, c'est aussi elles qui sont quelque part les moins résilientes, d'une part, et d'autre part, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de faire tous les dispositifs de sécurité, même si certains ne sont pas nécessairement très coûteux, parce que former ses collaborateurs à un certain nombre de réflexes, c'est pas si coûteux que ça, mais il faut pouvoir l'intégrer dans finalement la culture de l'entreprise. Donc là-dessus, nous, assureurs, on a un rôle à jouer et on en est très conscient. On a d'ailleurs formé nos agents généraux pour cela, et c'est d'abord et avant tout travailler sur la prévention, de donner les bons réflexes, les bonnes pratiques à nos clients. C'est vraiment la première chose. Alors, les aider aussi via des tests d'intrusion ou des systèmes de scoring pour leur dire voilà où sont vos failles, voilà où potentiellement vous avez des ajustements à faire, par exemple sur vos sites Internet, parce que la partie souvent visible à l'extérieur est celle aussi qui permet aux hackers de rentrer dans les entreprises. Donc il y a tout ce travail-là qui est le plus important à la limite, versus la suite qui est évidemment de gérer les crises et d'aider. Mais là, il faut être assuré et on a des solutions pour ça et on a aussi des partenaires. Parce que ce qui est important quand la crise arrive, c'est que nos clients puissent bénéficier tout de suite des bons partenaires qui vont être capables de gérer la crise avec la DSI, les informaticiens, qui vont être aussi capables de gérer la crise d'un point de vue plus client médiatique, parce que parfois, quand on est une boîte qui fait de la vente par Internet, par exemple, c'est une catastrophe de ne plus avoir son site. Et donc là, il faut avoir les solutions de pilotage, de la communication à ses clients. Et c'est ça qui permet la pérennité finalement de l'entreprise dans la durée. Donc on a ces solutions-là. Et pour conclure, oui, il faut qu'on fasse, et c'est ce que nous faisons là à l'instant, ce travail de pédagogie. Et moi, je dis là aux chefs d'entreprise qui sont là, déjà faites le diagnostic. On est là pour vous y aider. C'est déjà la première étape. Je dirais, toute entreprise doit déjà se dire, c'est quoi mon risque? Voilà. Et après, elle a le choix de ne pas s'assurer ou de s'assurer. C'est un choix évidemment individuel. Mais je pense que personne ne doit passer à côté de « je fais ce diagnostic de mon risque ». Vous avez donné les chiffres ou pas, non? Pardon? Vous n'avez pas donné les chiffres finalement? Si, je vous le disais. Combien d'augmentation depuis la pandémie? Parce que ça a dû quand même considérablement augmenter le nombre. Alors l'augmentation, elle est extrêmement forte. Oui, alors là, en 2021, je n'ai pas le chiffre 2022, ouais. Mais 54% des entreprises françaises ont subi une attaque. Ça ne veut pas dire que toutes, évidemment, ont eu des conséquences fortes, mais 54% ont été attaquées. Après, on est tous sur nos boîtes mail en tant que particulier. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu un email frauduleux,
c'est qu'il n'a pas bien regardé. Oui, peut-être Oui, pour ajouter, ok. pour compléter, le premier message qu'il faut faire passer aux entreprises, hein, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, hein. Ouais. C'est quand je C'est serai quand. attaqué. Ouais. C'est-à-dire que 100% des entreprises sont vulnérables. 100%. Il y a un chiffre que vous nous donnez, d'ailleurs, M. Montanet, qui fait froid dans le dos, une PME sur deux qui fait faillite dans les 18 mois qui suivent une cyberattaque. Exactement. Exactement. Ouais. Oui, c'est extrêmement préoccupant et pas forcément bien connu. Vous êtes équipé en Bretagne avec le pôle d'excellence cyber, ça fait C'est quoi, un 10 ans des- maintenant? Vous avez été précurseur? Oui, on a été précurseur sur ce sujet-là et en Bretagne, il y a beaucoup d'actions qui sont engagées sur ce point-là. C'est une préoccupation de mon président de région, il nous le redit souvent, y compris pour notre collectivité. Parce qu'on dit les entreprises, une entreprise sur deux ne s'en remet pas. Aujourd'hui, on voit que tous les secteurs, personne n'est épargné sur la cyberattaque, ça va du particulier à l'entreprise, à la collectivité. On fait des bilans carbone pour se préparer à la question des transitions et toutes ces évolutions réglementaires. Faire un bilan et travailler sur le risque, c'est vraiment une nécessité. Et là, pour le coup, on a le hacker mondial en titre qui est breton et dont son plaisir est d'essayer de faire des intrusions. Mais parce qu'en fait, il y a toujours des défaillances dans un système informatique. Et ces hackers, lui c'est un hacker mondial éthique, hein, donc ils le font pour démontrer les failles qu'il peut y avoir dans les grands systèmes informatiques. Il y a toujours une faille. Au fur et à mesure, les hackers non éthiques se perfectionnent. Donc au fur et à mesure, il faut revoir en plus. Il faut faire le diagnostic, il faut le revoir. C'est un vrai risque, un grand risque. Une entreprise sur deux ne s'en remettra pas. Donc pour nous, c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas traiter seul. Évidemment avec les partenaires et évidemment en sensibilisant, et il faut absolument inciter à ce diagnostic. Il nous reste peu de temps, à peine 10 minutes. Hervé Kermarek, la réglementation, la judiciarisation, la responsabilité du dirigeant, ça fait partie des sujets à mettre dans la colonne des risques aussi, ça? Oui, ça fait évidemment partie des risques. Et si on revient sur les risques qui sont assurables ou non assurables, eh bien, beaucoup d'entreprises prennent des risques et parfois des risques de procédure pénale, hein. Et donc, il y a évidemment des risques qui sont extrêmement élevés auxquels les entreprises doivent faire face. Ça, c'est une vraie menace, hein, parce que il faut le savoir, le dirigeant est en risque et peut aller jusqu'à ce risque pénal. Et puis, il y a un second risque qui peut-être est un peu moins connu, c'est que tout ça a des impacts sur le financement. Les entreprises, en tout cas les banques, hein, ont de plus en plus un regard sur les performances extra-financières de l'entreprise et donc vont évaluer le niveau de risque de l'entreprise pour financer ces investissements. Et il est évident que si une entreprise a une activité qui elle-même est en risque, hein, alors qu'elle ne prend pas de risque dans sa propre production, mais tout simplement parce qu'elle produit, ce qu'elle produit génère un risque potentiel, eh bien, elle prend ce risque pénal et elle peut avoir aussi le risque que la banque qui la suit ne la suive plus. Et donc tout ceci est à gérer, c'est une vraie menace. Ça s'assure. Oui, absolument. Et je dirais que ce besoin-là, il va croissant, comme vous le dites, parce que les réglementations, bien, on le sait bien, évoluent de plus en plus vite. Aussi parce que je pense qu'on est dans un monde où on ne supporte plus l'erreur, on ne supporte plus parfois même la prise de risque. Et le chef d'entreprise, son métier, justement, c'est de prendre des décisions et aussi de prendre des risques. Et donc, je pense que dans ce monde-là, où en plus on est dans un monde de réseaux sociaux, où l'information va très vite, je pense que les dirigeants sont et seront de plus en plus exposés à des mises en cause. Je ne suis pas sûr qu'on ira à l'extrême qui existe aux États-Unis, où je dirais, dans pratiquement tout sujet amène mise en cause, mais néanmoins, on est dans un chemin d'accroissement de ces mises en cause. Et je pense que les chefs d'entreprise, là aussi, ils doivent aujourd'hui se dire comment je sécurise mon risque. Et sécuriser son risque, c'est s'assurer, certes, mais c'est aussi des services qu'on peut apporter, nous, AXA, en amont de cela, c'est-à-dire des services de conseil juridique qui permettent de prendre les bonnes positions avant que le problème devienne très délicat, à la fois en termes médiatiques ou en termes plus juridiques. Donc c'est vraiment dans nos offres aujourd'hui ce qu'on est capable d'apporter aux dirigeants, une solution de conseil. Et également, si
Ça ne suffisait pas, ce qui peut arriver évidemment, parce que chaque année, on a plusieurs centaines de nos clients qui sont en risque sur leurs biens propres, parce que la spécificité d'un dirigeant, c'est qu'il peut être mis en cause sur ses biens personnels. En cas de faute, alors on peut également lui apporter une sécurité financière. Peut-être une question pour terminer pour tous les trois sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques dont on parle assez peu, trop peu, qui sont moins conscientisés, mais que vous avez identifiés les uns les autres? Hervé Kermarek, peut-être? L'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé, c'est un risque ça? Oui, c'est une menace, mais c'est une opportunité aussi. Et évidemment, dans tout ce qui est menace et opportunité, il y a des risques. Alors, je dois vous avouer que celui-ci est un peu moins mesurable aujourd'hui. Quel est le risque finalement et comment peut-on assurer le risque de l'intelligence artificielle? Ça, c'est assez compliqué. Non, je pense que le principal risque, c'est évidemment celui des intempéries et c'est celui qui est évidemment moins mesurable. Enfin, l'exemple que vous citiez tout à l'heure sur ce vendeur automobile qui n'est plus assurable parce qu'il a pris 2 fois la grêle, c'est un vrai sujet d'économie concrète. Bon, les primes d'assurance seront, je pense, de plus en plus élevées parce que la mutualisation est nécessaire, mais de moins en moins importante. Il faut que l'on vive, il faut que l'on accepte, d'abord d'avoir des risques qui ne soient pas assurables et donc assurer nos propres risques et puis accepter aussi que les contrats d'assurance soient de plus en plus coûteux. Donc tout ceci est à mettre dans l'équation économique d'une entreprise. Laurence Fortin, un risque, vous voyez comme ça, dont on parle trop peu? Je me posais effectivement la question en vous entendant, mais je pense qu'on a bien identifié les risques sociaux, les risques climatiques et autres qui vont être de plus en plus croissants. Et la réalité, c'est comment on accélère nos transitions pour justement s'engager dans une forme de prévention. On a l'assureur qui est là pour limiter la part de risque et protéger finalement les uns et les autres. On a subi la crise sanitaire qu'on n'avait pas anticipée. Il y a certainement des nouveaux risques qui vont arriver qu'on n'a pas vraiment qu'on n'a pas identifiés. La réalité, c'est que je pense que pour les assureurs aussi, comme les entreprises doivent faire leur transition, le risque, c'est de rester assuré les mêmes choses qu'on assurait il y a plusieurs années et de ne pas anticiper et de ne pas s'inscrire dans les nouveaux risques qui vont naître parce qu'ils feront demain la faiblesse pour notre économie. Jean-Luc Montanet, où est-ce que vous mettez les warnings un peu pour les entreprises en disant attention, ça vous en préoccupez pas suffisamment? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Madame Fortin. Je pense que sur le climatique, le risque d'une entreprise, ce serait de ne pas anticiper quelque chose qui est inévitable, avec des risques de perdre en fait des risques d'image peut-être déjà, parce que je pense qu'on va être de plus en plus face à une société qui n'acceptera pas que des entreprises ne fassent pas les investissements dans ce domaine-là, dans la transition énergétique par exemple. Donc ça, c'est un risque que je vois très très bien. D'ailleurs, sur ce risque-là, les entreprises vont voir des contraintes fortes de baisser les émissions de CO2. Et ça, c'est une contrainte qu'il faut anticiper. Si on a la contrainte et on attend que la réglementation s'impose à soi, c'est trop tard en fait. Parce que, je vous le disais, M. Kermarek, nous sommes sur des sujets de long terme. Donc ça, je pense, c'est le risque de l'anticipation. Par rapport à la question que vous posiez sur l'intelligence artificielle, je pense que ça va accroître le risque du cyber. J'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, qui est déjà une difficulté, va aller exponentielle. Et là aussi, l'anticipation pour les entreprises me semble assez fondamentale. Et puis, il y a un dernier risque qu'on n'a pas évoqué là, dans notre table ronde, mais qui est peut-être plus prospectif, mais qu'on commence à voir poindre dans certaines géographies, c'est les risques liés à la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup, aux États-Unis notamment, de débats sur des produits chimiques qui entraînent des problèmes de santé, des cancers et autres, et qui ont été dans le monde industriel, je pense aux PFAS, c'est-à-dire des produits fluorés, qui sont des produits qu'on retrouve dans des vêtements pour l'imperméabilisation, qu'on trouve également dans des ustensiles de cuisine pour l'adhérence, etc., etc. Et aujourd'hui, il est démontré que nous tous ici, nous en avons dans le sang de ces produits. Donc voilà, c'est un exemple de choses qui sont encore un peu souterrains, mais qui, comme souvent, sortent un peu aux États-Unis. Et je pense que voilà, les entreprises qui éventuellement utilisent
ou exposent leurs salariés avec ce type de produit doivent là aussi anticiper, s'en préoccuper, parce que c'est un risque avéré. Et plus globalement, je dirais, tous ces sujets autour de la santé humaine, je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent des contraintes qui pèseront plus fort, parce que le zéro risque sur la santé va être de plus en plus matériel, et le vieillissement de la population aussi va pousser, je pense, nos sociétés à vouloir, si vous voulez, sécuriser la vie longtemps en bonne santé. Donc je pense que c'est aussi des préoccupations, même si je projette un peu loin peut-être, qu'il faut que les entreprises aient en tête. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jean-Luc Montané, Laurence Fortin et Eric Kermarek. Merci pour cette plénière.